Alors, on a le plaisir d'accueillir cet après-midi Bilkis Isaac qui nous parlera à la découverte de complexes chimiques et aux propriétés antimicrobiennes. Boy, j'ai du mal avec ce mot-là. C'est en collaboration avec plusieurs chercheurs. Bilkis va nous présenter ou faire la présentation, mais c'est en collaboration avec Lamine Diop, Mireille Saint-Vincent, Mélodie Vermette et Carmen Girard. Donc, sans plus tarder... Merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je m'appelle Bilkis, je suis professeure de chimie ici à l'Université Saint-Boniface. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de notre projet d'innovation pédagogique qui s'intitule « À la découverte de complexes chimiques aux propriétés antimicrobiennes ». Et là, je vais vous rassurer tout de suite, ce même titre pourrait faire l'objet d'une présentation scientifique de recherche. Et dans ce cas-ci, ça va être certainement une présentation pédagogique. Donc, j'ai mis en évidence le mot découverte, parce que le mot découverte dans ce titre joue un rôle triple. Donc, la découverte au sens de découverte scientifique. Découverte, c'est aussi notre pédagogie. Donc, la pédagogie qu'on utilise, c'est la pédagogie par découverte guidée. Et un troisième sens à ça, c'est ce qu'on a découvert en faisant ce projet, ou à la fin de ce projet. Donc, c'est un projet que j'ai fait en collaboration avec, on a entendu, plusieurs autres chercheurs ici à l'université. Et je vais vous présenter toute l'équipe dans quelques minutes. Mais avant ça, je veux juste mettre un petit peu en contexte d'où vient ce projet et qu'est-ce qui nous a un petit peu inspiré. Bon, donc, tous ceux, je pense, qui ont déjà pris un laboratoire de sciences, particulièrement les laboratoires de chimie, vont se reconnaître dans ce modèle. Donc, généralement, et à l'université, c'est comme ça qu'on procède, au début de la session, les étudiants vont acheter un manuel de laboratoire, et ce manuel de laboratoire est, entre autres, une compilation de protocoles de laboratoire. Donc, avant d'arriver au laboratoire, ils sont tenus de lire le protocole de l'expérience qu'ils vont faire, puis ensuite, ils vont généralement répondre à certaines questions, petites questions qu'on appelle donc des exercices qui les aident un petit peu à réfléchir à l'expérience qu'ils vont faire. Et c'est ce qu'on appelle l'exercice de pré-laboratoire. Puis ensuite, lorsqu'ils arrivent en laboratoire, il y a une séance de 3 heures qui est dédiée à la réalisation de l'expérience, à une certaine collecte de données. Et ensuite, ceci est suivi par la rédaction généralement d'un rapport qui nécessite un certain traitement de données. Souvent, la réflexion au niveau de l'expérience elle-même, dans ce modèle, a lieu dans la transition. Donc, après l'expérience, dans la rédaction du rapport, c'est à ce moment-là que les étudiants sont amenés à réfléchir à ce qu'ils ont vraiment fait en laboratoire. Ce n'est pas nécessairement mauvais. Par contre, c'est un modèle qui permet aux étudiants, d'une certaine façon, de faire les manipulations sans avoir besoin de réfléchir nécessairement. Et puis ça peut être quelque chose d'extrêmement inquiétant, et peut avoir des conséquences dangereuses et néfastes. Et puis on va voir ça tout de suite. Donc l'absence de réflexion fait que les étudiants, parfois, ont l'impression de faire les expériences un peu comme s'ils font de la cuisine. C'est de la chimie, on ajoute des choses et on ne pense pas nécessairement aux implications. Donc la conséquence de ça, que nous, en tant que professeurs en laboratoire, on remarque, c'est que les étudiants sont de moins en moins performants. Bon, moins performants voulant dire, parfois, on n'obtient pas les résultats voulus. Parfois, on arrive à obtenir ces résultats, mais le temps dédié, alloué, les 3 heures ne sont pas suffisants. Donc, généralement, ils ont besoin de beaucoup plus de temps que les 3 heures qui sont prévues. Et ça, c'est une tendance qui se remarque chez les professeurs à l'université. Donc, autre chose, souvent, les étudiants ont... donc, je dis les étudiants, bien sûr, c'est une conséquence de la pédagogie elle-même, deviennent très dépendants de leurs professeurs. Ils ont ce besoin d'être rassurés, parfois à chaque étape du protocole. Ils vont venir voir les professeurs, les assistants, demander « est-ce que je suis sur la bonne voie ?» Maintenant, on peut imaginer ou prédire que ce n'est pas quelque chose de désirable pour la carrière de cette personne, parce qu'éventuellement, cette personne va devoir pouvoir faire les expériences, les manipulations toute seule. Donc, ça, c'est quelque chose de particulièrement inquiétant. Autre chose, lorsqu'on fait des manipulations sans réfléchir, et dans un laboratoire de sciences expérimentales, on manipule tout le temps des substances qui peuvent présenter un certain danger. Bien sûr, les protocoles sont conçus de façon à minimiser ces dangers. Les étudiants sont rappelés de ces dangers. Mais lorsqu'on
lorsqu'on n'est pas porté à réfléchir, on s'expose à des accidents ou de plus grands risques. Et puis ensuite, quelque chose qui est aussi inquiétant, souvent, puisque la réflexion a lieu après que l'expérience a été réalisée, les connaissances pratiques qui ont été acquises en laboratoire ou que le professeur essaie d'inculquer ne sont pas du tout, ou sont très faiblement acquis ou ne sont carrément pas transférables. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque au fur et à mesure que les étudiants progressent et on voit que les questions restent les mêmes qu'au début de la session ou que 2 sessions plus tard. OK. Donc, ça, c'est un peu ce qui a motivé le projet. Donc, il y a ce besoin de mieux préparer nos étudiants. Donc, mieux préparer les étudiants pour leur carrière, donc pour pouvoir répondre aux besoins des employeurs et pour ceux qui destinent à la recherche supérieure, donc pour faciliter cette transition vers les études avancées. Donc, c'est un peu... on va essayer de répondre à cette question. Bien sûr, la réponse à cette question ne va pas se trouver dans ma présentation. C'est une question... on pourrait passer des heures à débattre là-dessus, mais je vais vous présenter notre solution, ce que nous, on propose comme une solution potentielle pour essayer de répondre à ceci. OK. Maintenant, donc, le cheminement un peu qu'on a fait, nous, on s'est demandé quels sont les facteurs qui sont désirables ou les éléments qui sont nécessaires pour la réussite au XXIe siècle et ensuite, comment on peut aider les étudiants à développer ces éléments. Donc, moi, ici, j'ai mis 3 facteurs clés. Donc, le premier, c'est l'efficacité. Puis là, vous allez me dire, l'efficacité, elle a toujours été importante pour la réussite. Ce n'est pas juste au XXIe siècle. Il y a 50 ans, il y a 100 ans, elle était aussi importante. Bien sûr, aujourd'hui, par contre, la différence, donc l'efficacité, on pense à la compétence, le savoir-faire et la compétence technique, on est en train de parler des laboratoires. Mais aujourd'hui, l'efficacité a été redéfinie parce qu'on a à notre disposition des outils qui proviennent des avancées, du progrès de la technologie, qui fait que, par exemple, certaines manipulations qui prenaient des heures ou peut-être des journées, il y a 50 ans, aujourd'hui peuvent se faire en une question de minutes. Encore faut-il savoir que ces outils existent, qu'on puisse pouvoir les utiliser et les appliquer. Et c'est ça qui va rendre compétitifs nos étudiants sur le marché du travail, par exemple. Bon. Ensuite, il y a la notion de la collaboration. Je n'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit. On a eu la chance d'assister à plusieurs présentations sur l'importance de la collaboration. Donc, dans le monde du travail, aujourd'hui, c'est une réalité qu'on travaille en équipe, soit entre experts du même domaine ou dans des domaines différents. Et généralement, quand ces éléments sont réunis, on a un terreau, si vous voulez, fertile qui facilite l'émergence ou la naissance des idées nouvelles qui mènent à l'innovation. Donc, maintenant, la question, c'est un peu comment essayer d'arriver comment essayer de développer chez nos étudiants ces facteurs clés de la réussite ou les équiper pour ceci. Bon, maintenant, ce problème dont je vous ai parlé, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas juste moi qui s'inquiète de ça. Vous êtes tous conscients de ça en tant que pédagogue. Et entre autres, dans le budget 2017, le plan qui a été élaboré par le gouvernement fédéral pour l'innovation et les compétences du Canada mentionne parmi les objectifs, justement, d'aider les jeunes Canadiens à obtenir les compétences et l'expérience requises pour lancer leur carrière. Donc, il y a déjà une prise de conscience qui existe par rapport à cette nécessité. Donc, ici, je vais souligner compétences parce que c'est un peu un des objectifs. On a essayé d'identifier les objectifs, les compétences qui étaient nécessaires et je vais vous présenter aujourd'hui comment on a essayé d'introduire ça dans l'enseignement des laboratoires à l'USP. OK, donc maintenant, les compétences complémentaires à développer. Ici, je me suis inspirée de les procédures et les consignes du American Chemical Society qui publie régulièrement des rapports sur la formation des chimistes. Donc, on parle ici de compétences complémentaires, non de compétences directes par rapport à la matière elle-même. Donc, ils font ressortir l'importance de la littératie informationnelle, la résolution de problèmes, la sécurité au laboratoire, le travail d'équipe, l'éthique et la communication scientifique.
Puis moi, j'ai essayé de tout mettre ensemble par rapport aux facteurs clés que je vous avais présentés. Donc, j'ai regroupé les 3 premiers par rapport à l'efficacité et ensuite les 3 derniers au niveau de la collaboration. Donc, c'est ainsi qu'on a essayé d'implanter tout ça dans notre projet. OK. Maintenant, un autre point avant de passer à ce qu'on a fait vraiment. C'est un point important qui est typique ou particulier à l'USB, c'est que les programmes en sciences, on en a 2 programmes d'études, le bac major conjointe biochimie et microbiologie ou le bac général. Les deux, dans le cas des 2 bacs, les étudiants qui prennent des cours de chimie sont nécessairement des étudiants qui vont aussi suivre une autre discipline. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Donc, nos étudiants ne sont pas, ils sont des chimistes, mais sont aussi formés dans une autre discipline. Pourtant, moi qui enseigne aussi la biologie, la chimie et la biologie, je le remarque, nos étudiants ont beaucoup de difficultés à faire le lien entre les différentes matières. Pourtant, ça, c'est un atout, c'est quelque chose qui est désirable sur le marché du travail. Mais ils n'arrivent pas à capitaliser, si vous voulez, sur ce potentiel. Donc, c'est important de leur faire réaliser ceci. Donc, c'est un peu le but de une autre question à laquelle on essaie de répondre. OK, donc c'est un peu en réponse à tout ça qu'est né notre projet, donc à la découverte de complexes chimiques aux propriétés antimicrobiennes. Donc, notre proposition, c'est de développer un projet, je vais revenir sur le mot pionnier, donc qui est basé sur un apprentissage collaboratif. Donc, on a vu la collaboration, maintenant, c'est l'apprentissage elle-même qui est collaborative. Donc, la collaboration, c'est entre les étudiants. Puis ensuite, basé sur une pédagogie par découverte guidée. Bon. Donc, essentiellement, en pratique, ce que ça veut dire, c'est les étudiants. Donc, ça implique 2 cours, le cours de chimie inorganique et le cours de microbiologie. Donc, ce que ça implique, c'est les étudiants de chimie inorganique vont synthétiser des complexes chimiques dans un premier temps. Ensuite, lorsque ces complexes seront synthétisés et purifiés, ils vont les acheminer aux étudiants du laboratoire de microbiologie. Et puis ensuite, ces étudiants vont analyser les complexes et ensemble vont présenter les résultats. Donc, il y a 2 dimensions, il y a 2 cours qui sont impliqués et les résultats dépendent nécessairement de la performance des étudiants dans les 2 cours. Donc, il y a une responsabilité commune par rapport à, si vous voulez, un peu une motivation à avoir des bons résultats. Et puis, on va voir un peu ce que ça veut dire bon résultat aux yeux des étudiants et puis aux yeux du professeur. OK, donc maintenant, j'ai dit c'est un projet pionnier. Pionnier dans le sens que la collaboration entre la chimie inorganique et la microbiologie n'est pas nécessairement nouvelle, mais dans le milieu, dans le cas des laboratoires d'enseignement, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Du moins, toutes les recherches le revue de la littérature nous laisse penser que c'est quelque chose qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Et pourquoi? C'est pas comme si on est nécessairement des gens qui sont, c'est sûr, c'est de l'innovation, mais c'est pas qu'on est plus brillants que d'autres. C'est qu'ici, on a un avantage. Généralement, les départements de chimie et les départements de microbiologie, dans d'autres universités, sont quelque chose des départements complètement distincts. Alors qu'ici, à l'USB, on fait partie du même département. Et c'est beaucoup plus facile faire ce genre de projet collaboratif entre étudiants. OK. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu la cohorte. Donc, en chimie inorganique, à l'hiver 2018, on avait 17 étudiants. Donc, c'était un petit peu atypique, un petit peu plus élevé que la normale. Et puis, j'en reviendrai plus tard. En microbiologie, on avait 13 étudiants. Dans les 2 laboratoires, les expériences sont réalisées en équipe, généralement de 2 étudiants. Et il y a une différence au niveau de la maturité académique des étudiants. En chimie inorganique, la majorité des étudiants ont déjà complété 2 années d'études. Et souvent, pas souvent, ça parfois, c'est leur dernière année d'études. Ils sont à leur dernière année d'études. Alors qu'en microbiologie, ces étudiants sont dans leur deuxième année d'études, donc un petit peu moins avancés dans leur parcours académique. La plupart des étudiants de chimie inorganique ont déjà complété un laboratoire de microbiologie ou le suivent en concomitance. Alors que ce n'est pas le cas dans le cadre du laboratoire de microbiologie 2. Donc, les défis ne sont pas les mêmes nécessairement. Une certaine compréhension. Les étudiants de du laboratoire de chimie inorganique sont généralement beaucoup plus conscients de ce qui se fait dans le laboratoire de microbiologie, justement à cause de ça. Donc, nous avons décidé, à cause de ces différences, de nous concentrer sur essayer de... J'avais parlé des différentes... attendez,
excusez, non, je ne l'ai pas encore. Donc, j'avais parlé des compétences qu'on voulait développer chez les étudiants. Donc, on a décidé de se concentrer sur les étudiants de la chimie inorganique pour ça, parce qu'ils étaient des étudiants déjà plus avancés, et donc, dans un premier temps. Et puis, éventuellement, on va pouvoir voir si c'est quelque chose qu'on pourrait étendre à d'autres. OK. Et puis, on avait 2 étudiants en commun entre les 2 laboratoires. OK, maintenant, je vais vous présenter notre équipe. Donc, il y a moi-même, professeur du laboratoire de chimie inorganique, Madame Mireille Saint-Vincent, qui est responsable du laboratoire de microbiologie, Monsieur Lamine Diop, qui est professeur du cours de chimie inorganique. Ensuite, il y avait Carmen Girard, qui était assistante de recherche, et Mélodie Vermette, qui était assistante de laboratoire. Et ce qui a vraiment joué dans notre faveur, c'est que Mélodie Vermette était assistante pour le laboratoire de chimie inorganique et pour le laboratoire de microbiologie. Donc les étudiants étaient déjà très à l'aise avec elle, et c'est quelque chose qui a facilité un petit peu, si vous voulez, la collaboration. OK, donc le projet lui-même a été implanté, si vous voulez, en 2 phases. Donc il y avait la première phase, c'était la phase préparatoire. Donc en premier, il fallait identifier les protocoles pour les expériences. Donc on a fait une sélection préliminaire, Lamine Diop et moi-même. Ensuite, du point de vue chimique, et en ce qui concerne les protocoles des expériences microbiologiques, c'est Mireille Saint-Vincent qui s'en est occupée. Ensuite, on a passé les commandes pour les produits chimiques, et je vais juste dire en passant, c'est la phase préparatoire qui a été la phase la plus coûteuse. Essentiellement, le gros du budget a été dépensé au niveau de la phase préparatoire. Donc, les produits chimiques et les espèces bactériennes. Donc, on a fait un premier essai des protocoles, Lamine Diop et moi-même, et à partir de là, on a apporté des modifications pour s'assurer que c'était clair pour les étudiants. Puis ensuite, nous avons embauché une assistante. Et cette assistante avait comme tâche d'optimiser les protocoles, parce que la compréhension du professeur n'est pas nécessairement la même que la compréhension de l'étudiant. Et lorsqu'on est en train de parler d'un projet du genre, je ne l'ai pas dit encore, complexe, on avait prévu que chaque équipe allait préparer un complexe différent. Ça veut dire, on avait 17 étudiants, donc ça veut dire au moins 8 complexes différentes synthétisées dans la même période de laboratoire. Puis pour ceux les chimistes ici, vous pouvez deviner à quel point ça peut être un casse-tête, parce que chacun a besoin de ses produits chimiques. La personne qui surveille doit être très vigilant par rapport aux dangers qui sont associés à chacun de chaque expérience. Bon, donc, et c'est pour ça que le rôle de l'assistante était si crucial. Donc, il fallait optimiser les protocoles pour éviter les malentendus, pour éviter ou minimiser les risques, si vous voulez. OK, donc, et puis ensuite, puisqu'il y avait des espèces bactériennes impliquées et tout, donc il a fallu faire une demande d'évaluation locale de risque. Donc, ça, c'est Mme Mireille Saint-Vincent qui s'en est chargée. Maintenant, deuxième phase. Donc, après ceci, nous avons passé à la phase d'implantation, donc à partir du début de l'année. Donc, au début de l'année, j'ai annoncé à mes étudiants qu'ils allaient être un peu les cobayes, on avait un nouveau projet. Il y en a certains qui ont été plus intéressés que d'autres. J'ai vu un peu d'hésitation. Donc là, ce que j'avais décidé de faire, j'ai restructuré. Bon. Dans le passé, nous avions 3 complexes que les étudiants synthétisaient sur une période de 4 semaines. Donc, les laboratoires durent 12 semaines. Donc, 4 semaines de ces 12 semaines, donc un tiers de la programmation, est dédié aux complexes, justement pour faire ressortir à quel point les complexes sont importants en chimie. Donc, on a décidé de modifier ceci. Donc, il y avait 3 complexes, 3 synthèses, une purification. On a modifié ceci pour un seul complexe, donc une synthèse, une purification et plusieurs analyses. Donc, un seul complexe, mais chaque équipe synthétise des complexes différents. Donc, au final, on a plusieurs complexes synthétisés par les différentes équipes. Donc, avant cela, on avait 2 examens qui ont été remplacés par une revue de la littérature, donc la recherche bibliographique, l'interprétation de la littérature primaire et la communication scientifique par affiche. Donc, la méthode d'évaluation a changé, a évolué, justement pour essayer d'introduire, faciliter l'acquisition de ces compétences. Donc, au niveau de la pondération de la note du laboratoire qui est associée au complexe, ça n'a pas changé beaucoup, donc 57 versus 50%. Et dans les 2 cas, ça a été complété sur environ 4 semaines. Les 4 semaines, par contre, ont été beaucoup plus réparties. Ça a commencé depuis la première session de labo jusqu'à la dernière session de labo. OK. Donc maintenant, au niveau du laboratoire de microbiologie, il y a des nouveaux éléments qui ont été introduits. Donc, essentiellement, les étudiants ont été
exposés aux méthodes standardisées. Les étudiants n'étaient pas conscients de l'existence de ces méthodes qui sont standardisées à l'échelle internationale, justement pour faciliter la reproduction et la comparaison, donc pour analyser généralement des complexes expérimentaux. Pourquoi? Parce que dans le passé, toutes les expériences qui étaient faites étaient sur des composés qui étaient connus, donc non pas des composés expérimentaux, donc il n'y avait pas nécessairement de raison d'introduire cette méthode. Donc là, cette nouvelle méthode, c'est la méthode de la concentration minimale des inhibitions. Et puis, puisque les résultats n'étaient pas connus, donc personne ne connaissait les résultats, tout le monde a appris en même temps, les professeurs et les étudiants. Donc c'est de là que vient l'élément de pédagogie par découverte guidée. OK, donc là je rappelle ceci, les compétences qu'on vise à développer chez les étudiants, puis on va commencer par un à la fois. Donc, au niveau de la littératie informationnelle, donc propre à la chimie, ce que nous avons fait, donc Mélodie Vermette et moi-même, nous avons donné une petite formation aux étudiants. Ben, je dis petite, ça a quand même duré plus de 3 heures. Mais donc, comment accéder aux outils, aux moteurs de recherche, les bases de données spécifiques à la chimie. Les étudiants ne sont pas toujours nécessairement conscients de ça, mais pourtant on a accès à ça à travers le site de la bibliothèque. Donc, on a eu des séances de formation là-dessus. Et je dois avouer que les étudiants m'ont beaucoup impressionné par leurs travaux. Donc, la revue de la littérature était une revue de qualité. Ils ont certainement pris les choses au sérieux. Maintenant, au niveau de la résolution de problèmes, j'ai été peut-être un petit peu méchant avec mes étudiants. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est au lieu de leur fournir un protocole qui était détaillé comme on le fait d'habitude, je leur ai donné un protocole de base. Je ne leur ai pas dit que c'était un protocole de base. J'ai donné un protocole et j'ai intentionnellement enlevé certaines informations. Les étudiants, en se préparant chez eux, curieusement, la plupart n'ont pas réalisé qu'il y avait des informations qui manquaient. En arrivant au laboratoire, là, c'était la grosse frustration. Ben, il fallait chauffer, mais combien de temps il faut chauffer? Et la professeure, elle ne veut pas aider. La professeure, elle ne répond pas aux questions. Parce que la semaine précédente, ils avaient fait exactement la même chose et on leur avait donné toutes les informations. Ça montre clairement que les informations ne sont pas transférables. Parce que moi, je peux le dire, comme Sylvie l'a dit, moi, je peux le dire aux étudiants, vous devriez réfléchir. Mais ce n'est pas la même chose quand ils le découvrent eux-mêmes. Donc là, c'était peut-être une séance de laboratoire folle, je vais dire, parce que les étudiants étaient extrêmement frustrés. Moi, ma job, c'était de s'assurer qu'ils travaillaient dans un milieu sécuritaire. Donc, s'il y avait danger par rapport à la sécurité, j'arrêtais. Je leur disais, non, tu ne peux pas faire ça. Pour le reste, est-ce que je peux faire ça? Je pose quelques questions. Si la personne a l'air convaincue que ça va fonctionner, je dis oui, essaie. Puis à la fin, oh, mais tu m'as dit d'essayer. Donc, on a terminé ça. Et il y a des étudiants. Donc, l'évaluation de la performance, j'ai écrit ici performance. Mais performance, c'est aussi attitude dans ce cas-ci. Donc, ce que j'ai voulu juger, c'est si on réalisait qu'ils avaient fait des erreurs, comment ils ont essayé et ont voulu corriger cette erreur. Et c'est quoi qu'ils ont appris de ça. Donc, moi, j'ai été extrêmement satisfaite, je vais vous le dire tout de suite, parce que les expériences qui ont suivi ont été extrêmement différentes. Parce que les étudiants ont clairement, après cette expérience, ils ont réalisé comment se préparer pour les expériences qui ont suivi. Bon, mais là, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah, oui, la séance qui est suivie. Donc là, on a terminé tard cette journée-là. Au lieu de terminer à 4 heures, on a terminé à 6 heures. Donc c'est 2 heures de plus déjà. Les étudiants étaient extrêmement frustrés. Moi aussi un petit peu, j'avoue. Et puis ensuite, la séance qui a suivi. Alors là, je suis arrivée. Je les ai rencontrés dans une salle de classe, même pour ne pas être en laboratoire, là, parce que c'était associé à cette frustration. Et là, je leur ai dit, OK, on va parler de ce qui s'est passé, ce qui a pu mal aller. Et là, je leur ai dit, c'est un projet. Je m'attends à ce que vous fassiez des choses par vous, que je ne sois pas là à vous dire quoi faire, c'est votre projet. Puis là, on dirait qu'ils ont réalisé, ils ont compris. Et je leur ai dit, qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Et il y a eu plusieurs très bonnes suggestions. Mais c'est ça la recherche, c'est ça l'apprentissage. Ils ont appris de leurs erreurs et ils ont su quoi faire. Pour moi, ça, c'était un super beau succès. Bon, maintenant, je reviens, je continue. Donc maintenant, sécurité au laboratoire. Donc j'ai déjà un petit peu mentionné le problème de la sécurité au laboratoire lorsque on est 17 étudiants à faire. Finalement, on avait 5 différentes expériences à faire. Donc déjà, c'était un défi. Donc Mélodie Vermette, elle m'a beaucoup aidée. Elle était l'assistante de laboratoire. Et j'ai décidé de répartir, ou si vous voulez, contraindre certains étudiants à certaines hôtes chimiques.
donc pour s'assurer que ceux qui faisaient les expériences semblables étaient dans le même coin du laboratoire. Du moins, ça évitait trop de voyagement de produits chimiques. Bon, autre chose. Généralement, les étudiants sont tenus de se préparer pour un laboratoire en consultant les fiches signalétiques. Donc, les fiches de données de sécurité. Donc, ils vont préparer un tableau. Et puis là, tout le monde se plaint de ça. Mes étudiants me disent à chaque fois, c'est beaucoup de travail. Mais c'est nécessaire parce que c'est leur responsabilité en premier. Si eux font un faux pas, c'est un danger par rapport à eux, par rapport à leurs coéquipiers, mais tout le monde dans le laboratoire. C'est extrêmement dangereux. Donc là, les étudiants l'ont fait pour leur expérience, mais il y avait plusieurs différentes expériences dans le même local. Je ne peux pas leur demander d'aller chercher les données pour l'expérience d'une autre équipe. Ils ne vont jamais finir. Ils vont me détester. Donc, ce que j'ai fait, c'est, moi, j'ai donné, au début de chaque laboratoire, je leur donne un petit speech généralement. Ça dure 10 à 15 minutes par rapport au danger. Mais là, ça a pris toute une heure. Parce qu'il fallait qu'ils soient conscients de toutes les expériences qui avaient lieu dans ce même local et ce que leurs voisins faisaient, ce qui pouvait les affecter indirectement. Et à la fin de tout ça, je leur ai donné un petit quiz, surprise, qu'ils n'ont pas aimé nécessairement. Mais c'était même pas je l'ai appelé un quiz pour qu'ils le prennent au sérieux, mais il n'y avait pas de notes associées à ça. Je voulais qu'ils réalisent à quel point c'était important. Donc, c'est ça. Puis ensuite, je vais revenir à ça, l'étiquetage des produits chimiques. Cette session, j'ai mis beaucoup d'emphase là-dessus parce qu'il y avait des échantillons qui allaient être transmis à des collaborateurs. Donc, il fallait s'assurer que c'était bien étiqueté parce que ces gens-là ne sont pas des chimistes, ne sont pas nécessairement conscients de ces mêmes dangers. OK. Donc, maintenant, donc ça, c'était un petit peu, c'est la feuille de route, si vous voulez, de comment on a procédé. Donc, en chimie, les étudiants ont préparé les complexes. Ensuite, ont acheminé ces complexes aux étudiants de microbiologie. Entre-temps, il a fallu faire la préparation des cultures bactériennes du côté de microbiologie. Et puis ensuite, ces étudiants ont interprété leurs résultats et ensuite les ont acheminés aux étudiants du laboratoire de chimie. Mais il faut encore pour pouvoir interpréter. Donc, les collaborateurs ont interprété les résultats, mais quand on présente les résultats, on est aussi responsable de ces résultats. Donc, il faut comprendre un petit peu comment l'expérience a été faite, comment les analyses ont été faites en microbiologie. Donc, je vais revenir à ça. Donc, il y a juste ce que je veux faire sortir, c'est 2 voies au niveau de la collaboration. Et ensuite, au niveau de la découverte, j'ai parlé un petit peu déjà, préparation des complexes, découverte à travers leurs propres erreurs, les choses qui n'allaient pas, qui ont essayé de rectifier eux-mêmes, et découverte au sens de découverte scientifique à partir des résultats qui ont été obtenus suite à l'exercice ou l'expérience d'évaluation de l'activité antimicrobienne, donc les résultats de l'expérience elle-même. OK, donc maintenant, travail d'équipe et communication. Donc, première étape de collaboration, c'est l'acheminement des complexes aux étudiants de microbiologie. Donc, la première étape, c'était le jumelage entre les équipes. Donc, les équipes du laboratoire de chimie inorganique ont été jumelées à une équipe du laboratoire de microbiologie. Ensuite, donc on leur a fait part de l'équipe avec laquelle ils ont été jumelés. Ensuite, il a fallu préparer les échantillons. Donc ça, c'est quelque chose que les étudiants ne sont pas toujours conscients parce qu'ils n'ont pas besoin de le faire nécessairement. Donc, préparation des échantillons, ça veut dire quoi? Donc, je sais pas si c'est un peu dur à lire là. Donc, on a une fiole, ils ont mis un petit échantillon. Ensuite, les symboles de danger qui viennent avec ça, parce que la personne qui reçoit doit être avertie par rapport au danger. Il y a une pureté, le nom chimique, et bon, ils préparaient par, et puis il y avait leur nom que j'ai biffé ici. Puis ensuite, comment entreposer cet échantillon et où trouver les conseils de sécurité. Donc, conseils de sécurité, ils ont écrit porter des gants, un sarrau, des lunettes de sécurité, et puis ensuite, ils réfèrent à la fiche signalétique. Donc, ceci a été acheminé en même temps que la fiche signalétique, donc la fiche de données sécurité, et une lettre. Donc, pour la première fois, ces étudiants ont rédigé une lettre à leurs collaborateurs. Donc, c'était comme pour stimuler une vraie collaboration, quoi. Donc, ils ont écrit une lettre, et dans cette lettre, en fait, le contenu de cette lettre et le contenu de cette carte ici était quelque chose qui a fait l'objet d'une discussion. Donc, je les ai rencontrés dans une salle de classe. Et ensuite, on a discuté un peu ensemble, comme une table ronde. À votre avis, c'est quoi qui devrait aller, c'est quelle information qui serait pertinente à partager à vos coéquipiers? Donc là, ils ont rédigé la lettre et ensuite, le tout a été acheminé aux étudiants du laboratoire de microbiologie. Puis, entre-temps, ensuite, il a fallu préparer les échantillons. Et ça, c'est Mélodie Vermette qui s'en est occupée. Merci Mélodie.
préparer les échantillons pour les analyses microbiologiques. Maintenant, ah oui. Donc maintenant, une fois que l'évaluation de l'activité antimicrobienne a été complétée, il a fallu expliquer aux étudiants un petit peu comment cette expérience a été faite, parce que c'était un élément qui était nouveau au programme de laboratoire de microbiologie. Même les étudiants qui avaient déjà pris ce laboratoire ne savaient pas comment cette expérience avait été faite. Et puis là, ça c'est Mélodie qui a donné une présentation, qui avait été assistante pour les deux laboratoires. Elle a donné une présentation dans le cadre du cours de la méthode, donc expliquer quelle méthode qui a été utilisée et comment interpréter cette méthode. Et puis ensuite, deuxième partie, on a parlé déjà de la communication. OK. Donc maintenant, en réponse, suite à l'analyse, les étudiants du laboratoire de microbiologie ont répondu avec une lettre, en adressant une lettre à leurs collaborateurs chimistes avec les résultats et une petite description. OK, maintenant, au niveau de l'éthique et de la communication scientifique, pour plusieurs de ces étudiants, ils n'avaient jamais préparé ou présenté une affiche. Non seulement une affiche, mais personne n'avait présenté une affiche chimique avant. Et elle n'est pas... Donc, ça peut être un peu un challenge parfois, un défi à présenter. Je leur avais donné un exemple et à partir de laquelle ils ont bâti leur propre affiche. Autre point extrêmement important, les résultats de l'activité antimicrobienne étaient négatifs. Et puis là, les étudiants, pour eux, c'était un peu un défi. Comment est-ce qu'on présente des résultats négatifs? Personne ne va s'intéresser à notre résultat parce qu'on va juste dire qu'il n'y a pas d'activité. Mais en soi, les résultats négatifs sont un résultat. Donc, ça, c'était un petit défi qu'ils ont été amenés à réaliser aussi. Et autre point important, comment reconnaître la contribution des collaborateurs. Donc, plusieurs d'entre eux n'avaient même pas réalisé que parmi les auteurs de la fiche, si on est en train de présenter les résultats des collaborateurs, ils doivent figurer parmi les auteurs. C'était des choses qui n'étaient pas évidentes pour les étudiants. OK. Puis là, maintenant, au niveau de l'efficacité, j'ai donné un exemple. J'avais parlé on a des outils aujourd'hui qui permettent de faire des analyses très rapidement. Donc, un de ces outils, c'est justement notre spectromètre infrarouge qui a été acheté il y a 2 ans. En fait, même 2000, oui, c'est ça, l'année dernière, par le département de chimie. Et grâce à cet appareil, c'est possible de faire des analyses, où les étudiants peuvent faire les analyses eux-mêmes, en l'espace de quelques minutes. Et dans le passé, quand moi j'étais étudiante, ça prenait au moins une demi-heure, si j'étais chanceuse, pour faire la même analyse. Et on imagine qu'avec 17 étudiants, 30 minutes par étudiant, c'est pas possible. On n'a pas le temps de laboratoire pour faire ça. Mais aujourd'hui, c'est possible. Donc les étudiants ont eu la chance de faire les expériences eux-mêmes. Maintenant, au point de vue de l'innovation, donc j'ai parlé que les résultats de l'évaluation de l'activité antimicrobienne sont inconnus. Quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est que les étudiants qui avaient déjà fait une revue de la littérature ont été en mesure de faire des propositions par rapport à comment guider les études futures. Pour des étudiants d'un cours de niveau 2000, c'est quelque chose de fantastique, ça. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Ça, c'est l'innovation de la part des étudiants, pas juste de la pédagogie. Bon. Maintenant, à la fin de la session, donc ce que j'ai fait, j'ai préparé un document et j'ai distribué aux étudiants. Et dans ce document, j'ai fait ressortir les compétences qu'ils ont acquises, parfois avec un peu de mal, de douleur, de frustration, mais qu'à la fin de tout ça, ils devaient être fiers de tout ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont beaucoup appris grâce à ce projet. Et aussi l'autre raison pour laquelle j'ai fait ceci, c'est parce que j'avais reçu la visite d'un étudiant au courant de la même session, qui est un ancien étudiant qui appliquait pour un poste en chimie, et il me disait, de chimiste, et il m'avait dit, j'ai de la difficulté à écrire sur mon CV c'est quoi les compétences que j'ai obtenues dans les laboratoires que j'ai suivis avec toi. Puis là, j'ai réalisé que les étudiants ne sont pas toujours conscients de ce qui est recherché par les employeurs. Donc, je leur ai donné cette feuille. Comme ça, ils vont le savoir pour les prochaines fois lorsqu'ils vont appliquer pour des postes. Et aussi, pour les aider à mieux comprendre quoi mettre, qu'est-ce qui intéresse
employeur. Bon, maintenant, j'ai deux conclusions. Le premier, c'est possible de mener avec succès des projets collaboratifs en sciences. Le point important dans les laboratoires d'enseignement, en impliquant directement les étudiants dans les disciplines différentes au premier cycle. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui était évident. Même nous, quand on a soumis la proposition, on savait que ça allait être beaucoup de travail, mais on a été chanceux, les étudiants ont collaboré et puis ça a été plus facile que moi je pensais. Autre point important, c'est possible d'introduire les étudiants à la recherche scientifique dès les laboratoires de niveau 2000. Ça, ce n'est pas quelque chose d'intuitif du tout. Parce que souvent, on pense que la recherche, il faut attendre à des laboratoires de niveau 3000 ou 4000. Mais ce n'est pas vrai. Les étudiants des laboratoires de niveau 2000 l'ont fait. Donc, c'est possible. Il faut juste avoir de la volonté et vouloir faire l'effort. OK. Maintenant, je vais parler rapidement de les retombées directes que nous avons remarquées auprès des étudiants. Donc, les étudiants se sont vraiment appropriés le projet. Donc, il y avait beaucoup d'intérêt. Mireille Saint-Vincent et moi-même, on recevait souvent des questions. Quand est-ce qu'on aura les résultats de l'activité? Il y avait beaucoup d'espoir, là, les étudiants. Donc, ils espéraient vraiment qu'il y aurait de l'activité. Et lorsqu'ils ont appris qu'il n'y avait pas d'activité, il y avait une grosse déception. La déception était visible. Et ça, c'est de l'engagement de la part des étudiants. Parce qu'ils voulaient vraiment que ça fonctionne. Donc, pour moi, c'est un point positif, cette déception, parce que ça montre vraiment qu'ils se sont investis dans le projet. Alors, après ces résultats, après cette expérience particulière avec la frustration et tout, la performance en laboratoire a grandement amélioré. Et puis ensuite, maintenant, ils savent qu'ils ont une meilleure compréhension de la recherche dans le sens qu'ils s'attendent pas nécessairement toujours maintenant à ce que tout fonctionne. La recherche, je leur dis toujours, mais ils l'ont réalisé eux-mêmes, la recherche passe par des échecs. Et puis là, ils ont été les premiers à le constater eux-mêmes. OK, maintenant, au niveau des défis, le calendrier n'était pas nécessairement optimal. Il y avait des contraintes parce qu'il fallait acheminer les échantillons aux coéquipiers ou collaborateurs microbiologistes, ce qui veut dire qu'il fallait faire les expériences tôt dans la session. Donc, est-ce que les étudiants étaient préparés pour cette expérience? Peut-être, mais je pense que si les expériences avaient été faites à la fin de la session, ils auraient été mieux préparés. Mais on avait ces contraintes, donc il y avait des petits défis. Le nombre d'étudiants, généralement, on a 12 étudiants dans le laboratoire de chimie inorganique et on avait prévu pour 12 étudiants. Et puis cette année, ça s'est retrouvé, on avait 17 étudiants. Puis là, on avait suffisamment de hôtes pour seulement 12 étudiants, donc il a fallu faire les expériences dans 2 laboratoires différents. Donc, ce n'est pas toujours évident pour les étudiants quand ce n'est pas la même personne qui supervise, même si Mélodie a fait un travail fantastique, mais ça reste quand même un petit peu un défi pour certains étudiants. Et j'ai déjà parlé de défi au niveau de la sécurité au laboratoire. Donc, à la fin de ceci, moi, ce que j'invite les gens à explorer, c'est est-ce que c'est possible de faire des expériences du genre pour ceux qui enseignent des laboratoires dans d'autres disciplines ou d'autres cours. Cette fois-ci, ça a été la chimie inorganique et la microbiologie, mais ça peut être autre chose. Puis dans notre proposition, on avait parlé que ce serait possible éventuellement d'étendre ce projet au cours projet de recherche. Donc, il existe 2 projets de recherche dans notre département que les étudiants qui font les bacs de 4 ans, donc la majeure conjointe, peuvent suivre. Et c'est une retombée un peu inattendue. Cette année, on a eu une étudiante qui a déjà commencé à travailler là-dessus. On avait parlé d'une retombée future, mais ça a été quelque chose qu'on a déjà commencé. Bon. Donc, pour terminer, j'aimerais remercier l'USB de nous avoir accordé les fonds d'innovation pédagogique pour nous permettre de faire cette expérience. On a tous beaucoup apprécié cette expérience, même les étudiants. Moi, je recommencerai demain n'importe quand avec toutes les connaissances que j'ai apprises. C'est dur à décrire l'importance de ce projet pour nous. Puis ensuite, bien sûr, les étudiants qui ont participé à ce projet, malgré eux, ils n'ont pas vraiment eu le choix, mais ça nous a aidés. Il y a Éric Bouchard qui est agent de biosécurité à l'USB et aussi appariteur qui a passé toutes les commandes. Et ensuite, la journée du savoir, parce que les présentations, les communications par affiche ont été faites dans le cadre de la journée du savoir pour la plupart des étudiants. Et puis, bien sûr, vous, merci de votre attention. Et je suis ouverte à des questions si vous en avez.